de réfléchir un peu à la notion de consentement et de dire si finalement il convient toujours de faire reposer la protection des données, des renseignements personnels sur le consentement. Donc ce serait un peu l'idée d'ouvrir ou de remettre peut-être éventuellement en question cette place fondamentale du consentement. Tout simplement parce que dans le contexte de l'intelligence artificielle, on ne serait pas en capacité de donner un consentement valable parce que le consentement tel que le commissariat l'entend, et donc ça remonte à un rapport précédent en 2017, serait un consentement lié à une finalité. Effectivement, c'est la façon dont on raisonne assez classiquement en matière de protection des données personnelles, c'est la même chose en Europe. Et donc, dans la mesure où dans des systèmes d'IA, les données vont être collectées et utilisées pour des besoins futurs et pour des applications futures qu'on maîtrise moins, dont on ne connaît pas forcément les finalités, finalement, le consentement ne servira à rien, ne serait pas valable, donc il faudrait peut-être envisager de l'abandonner. C'est l'hypothèse de base. Et donc, effectivement, la proposition 7 de cette consultation serait de dire qu'il faut inclure dans la loi d'autres motifs de traitement et des solutions pour protéger la vie privée lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir un consentement valable. Donc, de nouvelles exceptions au consentement pourraient être envisagées. Et donc, il s'agirait d'assouplir, enfin, il ne s'agirait pas d'assouplir les règles de protection de la vie privée, d'après le commissariat, mais de reconnaître que le consentement n'est pas efficace, et donc il faut trouver des alternatives. Alors, dans le raisonnement tenu par le commissariat, il s'agirait quand même toujours de conserver le consentement comme étant le principe, mais dans les hypothèses où on n'arriverait pas à obtenir un consentement valable, on envisagerait des exceptions. Et donc, parmi les exceptions possibles, d'autres motifs que le consentement pourraient être, par exemple, l'intérêt légitime du responsable de traitement ou encore l'intérêt public, un intérêt public important. Donc, ce serait une petite atteinte au consentement, mais on nous rassure en nous disant que l'atteinte ne serait pas très forte, puisque le principe serait tout de même encore le consentement, avec des exceptions. Néanmoins, un petit peu plus loin dans sa consultation, le commissariat nous pose une autre question qui n'est plus tout à fait dans la logique principe-exception, puisque le commissariat nous dit si une nouvelle loi ajoutait des motifs de traitement au-delà du consentement assortis de conditions de protection de la vie privée, devrait-elle obliger les organisations à chercher à obtenir le consentement en premier lieu avant de se tourner vers d'autres motifs. Donc autrement dit, le commissariat pose la question même de l'articulation principe-exception. Est-ce qu'on doit vraiment raisonner comme ça? Donc on voit qu'il y a vraiment une réflexion à la fois pour se dire il ne doit pas y avoir que le consentement pour que le traitement des données soit possible, enfin soit valable. A priori, le consentement serait quand même le principe, mais peut-être pas finalement, peut-être que tous les motifs pourraient être mis sur un pied d'égalité. En tout cas, vous voyez que la réflexion est ouverte, et même donc dans les législations de protection des données où le consentement est vraiment le principe cardinal, on commence à se dire le consentement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus utile dans un contexte numérique et dans le contexte de l'évolution technologique et de l'intelligence artificielle. Alors qu'en est-il, je vais passer un petit peu plus de temps sur le règlement général de protection des données personnelles parce qu'il présente un certain nombre d'ambiguïtés. Qu'en est-il en Europe et qu'en est-il de ce règlement général de protection des données, le RGPD, dont on entend beaucoup parler, donc je le rappelle, adopté en 2016, entrant en application en 2018. On dit très souvent de ce RGPD que le consentement a une place essentielle, consentement explicite, libre, éclairé, donc c'est très très fort le consentement en Europe, et souvent on présente le RGPD quasiment que comme ça, en disant bah oui c'est peut-être éventuellement un modèle à suivre parce que le consentement est très fort. Je vais remettre en cause cette affirmation parce que d'abord il faut nuancer la place réellement donnée au consentement, premier élément. Deuxième élément, les conditions liées à la qualité du consentement doivent aussi être interrogées. Donc consentement libre, éclairé, explicite, ces conditions-là vont devoir être interrogées dans les faits. On posera aussi la question de la place du mineur, qui utilise quand même les réseaux sociaux bien avant l'âge de 13 ans, hein, contrairement aux interdictions faites par Facebook, Twitter, YouTube, etc. Et enfin, je pense aussi qu'il faut interroger les fonctions qu'on va prêter au consentement. Vincent Gautré en a parlé, les notions de vouloir, de pouvoir.
Finalement, il y a aussi une ambiguïté dans ce que l'on attend du consentement. Et donc forcément, si on a des ambiguïtés au départ, les résultats sont forcément mitigés. On ne peut pas avoir un consentement qui atteint la finalité que l'on attend si on est ambigu sur ce que l'on attend de ce consentement. Donc je vais vous expliquer ça un petit peu plus dans le détail. D'abord, la place du consentement doit effectivement être nuancée. Donc, contrairement à ce qu'on dit, le consentement dans le RGPD est important, mais ce n'est pas le seul motif de licéité du traitement des données personnelles. Donc, on peut tout à fait faire un traitement de données sans consentement. Je vous ai listé les autres motifs. Et finalement, le consentement n'est que l'un des 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. Donc, ça n'est qu'un parmi les autres. Il est listé en premier. Mais ce consentement n'est même pas le principe. Donc pour faire écho aux réflexions actuelles du commissariat à la vie privée, finalement, en Europe, on a résolu la question du principe exception. Il n'y a pas de principe, c'est consentement par exception, il y aura d'autres motifs. Tous les motifs sont sur le même plan, et finalement, ça n'est qu'un motif parmi d'autres. Donc c'est assez facile, finalement, pour les exploitants de données, ou pour les déployeurs ou les concepteurs de systèmes d'intelligence artificielle ou de technologie en général, c'est finalement relativement facile de ne pas s'appuyer sur le consentement, de ne pas rechercher un consentement, parce qu'il y a d'autres motifs. Et en particulier, les intérêts légitimes du responsable de traitement, à condition qu'il ne porte pas atteinte aux droits et libertés des individus. Donc sous cette réserve, on peut tout à fait dire en tant que responsable de traitement que c'est mon intérêt de collecter les données personnelles, j'y fais attention, je les protège, je sécurise ces données, mais c'est dans mon intérêt de les utiliser et je vais le faire sans forcément chercher le consentement. Donc là, il y a quand même une faille assez importante, en tout cas un bémol très large, très important par rapport au fait de mettre en avant le consentement comme je vous le disais, comme on dit très souvent du RGPD. Donc le consentement n'est pas même le principe dans le RGPD, et ce n'était pas le cas non plus auparavant avec la directive de 95 qui a été modifiée par le règlement. On peut ensuite, deuxième élément peut-être d'atténuation, de nuance par rapport à la force et à la vigueur du consentement, très souvent aussi, on cite le RGPD en disant oui, mais là, les qualités du consentement sont vraiment fortes, on exige beaucoup de choses dans le RGPD, donc on va voir la définition même du consentement à l'article 4, paragraphe 11, qui nous dit que le consentement est une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque. Et chaque élément est toujours discuté et pesé, on pense que chaque élément est un élément fort pour protéger les individus, pour être sûr que vraiment ils consentent, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Et donc le vrai vouloir, comme dirait Vincent, grâce à tous ces adjectifs, là on se dit, oui vraiment grâce à ça on aura un vrai vouloir. Alors est-ce qu'on y arrive? Eh bien d'abord il faut souligner que ce vocabulaire-là est une influence du droit de la consommation. Parce que je vous ai parlé du droit des contrats, et bien sûr, en droit des contrats, on part traditionnellement du principe que les parties sont à égalité et que chaque partie défend ses intérêts et que la volonté est la manifestation de cette égalité. Mais on sait aussi qu'il y a des relations contractuelles inégales, on sait qu'il y a des asymétries d'information, et le droit à la consommation, en particulier dans les relations professionnelles consommateurs, est là pour rectifier le déséquilibre entre les deux parties. Et donc, en droit de la consommation, on a aussi renforcé ce consentement, on parle de consentement renforcé, exactement avec les mêmes adjectifs, et donc c'est une influence finalement du droit de la consommation qui a été transférée à la protection des données personnelles. Finalement, les personnes concernées, ce sont des personnes physiques dont les données sont collectées, sont dans une situation assez proche des consommateurs, et ça ne paraît pas déraisonnable de raisonner comme ça. D'accord, si ce n'est que grâce à ces adjectifs qui viennent renforcer le consentement, est-ce qu'on a vraiment un très grand vouloir? Alors d'abord la notion d'éclairer, le consentement doit être éclairé, et comment on fait pour l'éclairer, pour éclairer les personnes? On leur donne beaucoup d'informations. Donc le droit à l'information va avec le consentement éclairé. Et Vincent en a parlé, évidemment, ça suppose qu'on est enseveli par des informations, et donc on sait que trop d'informations tue l'information, et c'est finalement pas un moyen de vraiment s'assurer d'un vouloir. Donc ça a déjà été souligné. Ensuite, il y a d'autres éléments de qualité de consentement, d'autres conditions qui normalement devraient aider
à la protection effective des individus. Par exemple, on nous dit, ah oui, mais alors il nous faut le consentement de la personne concernée, et il revient au responsable de traitement de prouver ce consentement. Donc la charge de la preuve du consentement pèse sur ce responsable de traitement. C'est effectivement une règle qui protège les individus, on est d'accord, mais on nous dit quand même qu'évidemment le responsable de traitement va pré-rédiger des éléments de consentement, des éléments de preuve. Vous allez consentir à quelque chose à partir de formulaires la plupart du temps. Et donc là, le considérant 42, donc qui vient un petit peu expliquer, interpréter le texte lui-même, nous dit que si la déclaration de consentement a été rédigée préalablement, bien, il faut faire en sorte que ce soit rédigé dans des termes clairs, précis, et que ça ne doit pas contenir de clauses abusives. Et on voit bien, là encore, la protection des clauses abusives, c'est du droit de la consommation, et on voit bien, là encore, la proximité entre les deux droits. Ok, mais avec ça, toujours la même question, est-ce qu'on est vraiment garanti d'une protection effective? Donc formule dans les termes clairs. Le fait d'avoir le droit de retirer son consentement aussi, c'est une protection importante des individus. Le droit de retirer le consentement à tout moment sans qu'il y ait de sanctions particulières. Et il faut aussi donc que le consentement soit donné librement. Et en particulier dans le cadre de l'exécution d'un contrat qui est subordonné au consentement, il ne faut pas qu'il y ait de collecte de données ou de sanctions par rapport au refus de collecter des données qui soient liées à l'exécution du contrat. Autrement dit, quand vous concluez un contrat, vous consentez à la conclusion du contrat, et vous devez consentir à l'utilisation des données personnelles liées au contrat lui-même, mais pas à d'autres données personnelles ou à d'autres utilisations que le contrat. Et donc il ne faut pas que, si vous refusez de donner accès à d'autres informations ou à d'autres finalités, si vous refusez, il ne faut pas que l'exécution du contrat en pâtisse. Or, on a déjà tous eu ce genre d'expérience. Vous arrivez sur un site internet, vous voulez par exemple commander un bien ou un service, on vous demande des informations, vous ne voulez pas les donner, vous n'avez pas accès au service. Ça, c'est un cas très classique. Et pourtant, le règlement général de protection des données, en principe, prévoit l'impossibilité de ce genre de comportement, et on les trouve encore beaucoup. Donc, peut-on encore parler de liberté dans ce cas-là? On s'est déjà tous dit, j'ai pas le choix, je vais consentir ou je vais donner mes informations, parce que sinon, j'ai pas accès au service. Donc ça, à ce moment-là, évidemment, il y a une rupture du principe de liberté. Donc si je reprends dans le contexte numérique ces éléments qui sont censés donner beaucoup de vigueur au consentement et beaucoup de pouvoir aux individus, trop d'informations, on l'a dit, les polices lisibles, on l'a dit, l'ambiguïté du vocabulaire, quand on parle en particulier de données personnelles, de renseignements personnels, on a très souvent du vocabulaire qui vient du droit américain, comme les politiques de confidentialité, ce qui donne un peu l'impression que ce n'est pas du droit obligatoire, mais que c'est l'entreprise qui nous fait des cadeaux en protégeant davantage nos données personnelles, alors qu'en fait c'est du droit et qu'en plus ils sont plutôt en dessous des normes qu'au-dessus. Donc vous voyez l'ambiguïté aussi du vocabulaire et aussi l'influence du droit américain, surtout lorsqu'on parle de plateformes californiennes. L'information qui est donnée est-elle bien l'information pertinente? Donc ok, une information, quand on parle de consentement éclairé, on nous donne de l'information, mais est-ce que c'est la bonne information? On ne sait pas en particulier ce que deviennent nos données personnelles, et ça c'est quand même une préoccupation importante des individus. Il n'y a pas de traçabilité possible. Et je pense que la transparence ou l'explication de l'information ne peut pas être parfaite si on n'a pas, si on ne sait pas ce qui se passe après. Donc là, il y a quand même un déficit d'information assez important, un déficit assez important à mon avis. On nous indique aussi qu'on peut exprimer son consentement spécifique, et la notion de spécifique, qui veut dire que je donne mon consentement pour un contrat, mais je dois aussi donner mon consentement pour l'utilisation des données personnelles. Donc je dois donner deux consentements. Le consentement au contrat ne suffit pas pour dire je suis d'accord pour qu'on collecte mes données. Il en faut deux. Okay, mais le deuxième, lié aux données personnelles, souvent c'est une case à cocher. Et là, le considérant 32 nous dit c'est très bien une case à cocher. Et donc ça rejoint ce que disait Vincent tout à l'heure, on en a marre de cocher les cases des cookies de ceci, cela, parce que de toute façon on va les cocher parce que sinon on n'a pas accès au service, et puis cocher une case c'est pas très engageant, je veux dire on coche, voilà, on fait un clic et puis on n'en parle plus et puis on passe à autre chose. Et ça nous prend une fraction de seconde, ça nous a agacé deux secondes,
mais on n'a pas plus réfléchi à quoi que ce soit de ce qu'on était en train de faire. Donc en termes d'engagement réel et de conscientisation, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme qui est un peu fort, mais de prise de conscience de ce qu'on a fait, de ce à quoi on a consenti, ça vaut rien. Enfin, je veux dire, on l'a déjà tous fait. Et même si on est sensible à cette question-là, à chaque fois je me dis « Ah, je ne devrais pas le faire, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» Ben rien, donc je réfléchis peut-être une seconde de plus, et je me dis « Bah, je vais le faire quand même ». Et voilà, donc c'est vrai que c'est assez insuffisant. On nous dit donc que les cases pré-cochées ça suffit pas, mais enfin cocher une case c'est quand même pas très engageant. Également aussi la notion de liberté de choix, ça se traduirait par le fait qu'il n'y ait pas de consentement libre, si on n'a pas de véritable liberté de choix ou si on n'est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup de services qui ne sont pas accessibles si on n'accepte pas. Donc ça, c'est typiquement ce genre de préconisations, voire d'obligations, ne sont pas du tout respectées. Alors je voulais m'arrêter un petit peu aussi sur le consentement des mineurs, parce que ça fait partie aussi des choses qui sont relevées du Règlement général de protection des données. Ça, c'est une nouveauté qu'on n'avait pas du tout avant en droit européen, qui consiste en fait à protéger particulièrement les mineurs, et à dire que les mineurs de moins de 16 ans ne pouvaient pas consentir par eux-mêmes, et au-dessus de 16 ans, ils peuvent consentir par eux-mêmes. En dessous de 16 ans, il faut que ce soit les titulaires de l'autorité parentale qui consentent pour eux. Et donc c'est finalement le critère qui va valoir. Mais avec quand même une variété de la règle entre 13 et 16 ans. Les différents États membres de l'Union européenne peuvent décider que la limite, le seuil, est entre 13 et 16 ans. En France, par exemple, on a choisi 15 ans. Donc, j'ai pas en tête les choix faits par les différents pays, mais là, déjà, il y a une diversité au sein de l'Union européenne qui est quand même un petit peu étrange. Les mineurs ne sont pas tous mineurs au même âge, et n'ont pas tous le droit de consentir au même âge, donc déjà, c'est un petit peu gênant en termes d'application des textes. Et la limite de 13 ans, c'est l'influence du droit américain, c'est l'influence de COPPA qui prévoit effectivement, la loi américaine qui prévoit le seuil de 13 ans. Et donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le responsable de traitement doit savoir à qui il s'adresse, doit vérifier, une obligation de moyen de vérifier l'âge. Et par exemple, puisque j'ai cité l'exemple de COPPA, c'est sur le fondement de cette législation que YouTube a été condamné l'année dernière à une forte somme par la FTC, la Federal Trade Commission, pour ne pas avoir respecté la réglementation applicable aux mineurs de moins de 13 ans. Donc on a un consentement, on doit avoir le consentement non seulement du mineur, mais de ses parents lorsqu'il a entre 13 et 16 ans, selon le pays. Très bien, mais vient un autre problème qui n'est pas du tout pris en compte par la protection des données, par la réglementation sur les données personnelles, parce que ce n'est pas l'objet. C'est l'hypothèse où finalement les parents exploitent leurs enfants. Je n'ai pas d'autre mot pour dire ça que exploiter, parce que les parents, les bras m'en tombent, mais apparemment c'est ce qui se passe. Des parents s'amusent à filmer des scènes de la vie familiale, s'amusent à filmer leurs enfants, bien souvent qui ont bien moins de 13 ans, et mettent en scène leurs enfants. Ils font même des chaînes YouTube avec leurs enfants. Donc il y a vraiment toutes sortes de choses qui se passent. Alors il y a bien sûr les enfants aussi qui se mettent en scène et qui créent leur propre chaîne. Voilà, donc il y a plein de situations possibles avec ou sans les parents, avec la complicité, avec l'exploitation ou pas. Et là, typiquement, le consentement des mineurs, si c'est les parents qui le donnent, autant dire que les mineurs ne sont pas du tout protégés. Et il y a une proposition de loi qui est en train d'être adoptée en France, plus pour les aspects liés au droit du travail et à l'exploitation des enfants et à l'exception que ça représente et à l'encadrement qu'il faut mettre en place. Mais tout ça pour dire que dans le RGPD, on essaie de protéger les mineurs en espérant que les parents les protègent, mais finalement, on peut poser la question de savoir si ce sont les bonnes personnes pour protéger les enfants dans ces contextes-là. Alors, c'est le dernier point que je voulais ici soulever par rapport au fait de dire oui, le consentement, d'accord, mais encore faut-il savoir ce qu'on cherche à lui faire faire, quelles sont les fonctions du consentement. Et là, on relève quand même une certaine ambiguïté. C'est à la fois, le consentement dans le RGPD va à la fois servir à dire je suis d'accord, je veux bien que vous collectiez mes données, je veux bien que vous les traitiez, je suis d'accord, donc c'est vraiment un élément d'empouvoirment, c'est ce qu'on pensait faire, c'était l'objectif, donc c'est vraiment une condition de protection des individus, mais on voit aussi le consentement comme étant un élément d'exception à la protection des individus.
Autrement dit, il y a des règles qui prévoient qu'on ne peut pas collecter les données personnelles, sauf si les personnes consentent. Donc là, vous voyez que la logique est inversée. Le consentement pour dire « ah bah, on ne peut pas le faire si tu ne l'as pas dit », et le consentement pour dire « on ne peut pas le faire, sauf si tu veux bien le dire ». Donc là, le raisonnement est complètement inverse. Par exemple, on n'a pas le droit de collecter les données, des données sensibles liées à la religion, à la santé, à l'orientation sexuelle, etc., sauf exception. Et parmi les exceptions, là, il y a le consentement explicite de la personne. Donc il y a un autre exemple aussi, on a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée qui aurait des conséquences négatives sur nous, sauf si on consent à l'utilisation du procédé. Donc là, vous voyez, en termes de logique et de paradigme, on voit bien toute l'ambiguïté du consentement dans ce texte. C'est à la fois pour permettre d'avoir un pouvoir, mais aussi pour augmenter la protection, mais aussi pour la baisser. Et là, je vais être un petit peu paternaliste ou maternaliste, tant pis, mais je ne suis pas sûre qu'il faille laisser la possibilité aux individus de baisser leur niveau de protection en consentant, parce que sur toutes ces plateformes, on a tous envie de plein de choses, donc on consent à tout et n'importe quoi, y compris quand on est juriste et qu'on est conscient des choses, parce que c'est très attractif et qu'ils savent très bien nous vendre leurs produits. Et donc évidemment, on va tous être tentés de dire oui, bien sûr, je suis d'accord. Donc c'est pas un bon moyen, je pense, de garantir une protection. Et c'est un très bon moyen, en revanche, pour les plateformes, pour dire « Ah mais c'est bon, j'ai le consentement. Elle a consenti, ils ont consenti, donc je peux faire tout ce que je veux à partir du moment où j'ai le consentement. » Donc ça, c'est quand même un élément important à avoir en tête. Le pouvoir passe des individus aux responsables de traitement, et en particulier aux plateformes, à partir du moment où on a consenti. Donc c'est vraiment plus la même logique qui se déploie ici. Donc, pour les mineurs youtubeurs, je sais pas, tiens, je suis revenue en arrière, je crois. Ah oui, c'est ça, j'allais dire, j'en ai déjà parlé. Donc, pour conclure, le consentement, même dans un texte comme le Règlement général de protection des données, où on a tendance à dire que le consentement est fort et que c'est vraiment un moyen important de protéger les individus, même dans ce contexte-là, on voit que c'est un peu une fiction juridique, surtout s'agissant des conditions qu'on lui prête, la liberté, le consentement explicite, libre et éclairé. Ça devient un petit peu des fictions juridiques, on reprend un peu les mots-clés qui sont d'ailleurs comme en droit de la consommation, mais on les interroge plus vraiment en réalité. Les ambiguïtés et les contradictions des fonctions qu'on accorde au consentement, il y a vraiment une contradiction dans les deux logiques que j'ai présentées. En particulier, on se met à envisager le consentement des mineurs, qui en fait est plutôt un facteur de baisse du niveau de protection s'agissant de ces mineurs. Alors, bon, ok, le consentement ne marche pas, est-ce qu'il faut trouver autre chose? Qu'est-ce qu'on peut penser? À quoi peut-on réfléchir? Des alternatives sont pas simples, très franchement. J'ai essayé de faire comme Vincent, me dire, mais quand même, on va pas juste se plaindre, on va essayer de trouver des solutions. J'ai du mal à en trouver, pour être honnête, parce que c'est très difficile finalement de trouver quelque chose pour atteindre les finalités, les fonctions qu'on voudrait donner au consentement. On voudrait que le consentement soit vraiment... on voudrait en tout cas avoir un moyen de donner du pouvoir aux individus, on voudrait un moyen qui exprime leur liberté, et on voudrait un moyen de sécuriser l'utilisation des données personnelles. Donc on veut quand même beaucoup de choses à la fois. Et je me suis demandé s'il y a d'autres outils dans le règlement général qui peut-être vont dans ce sens, ou en tout cas peuvent partiellement répondre à ces besoins-là. Il y a notamment les études d'impact algorithmique ou des études d'impact des atteintes à la protection des données personnelles, qu'on trouve dans le RGPD, qu'on trouve aussi ailleurs, hein, dans le déploiement dans les premières règles sur le déploiement de l'IA. Et donc là, on cherche un petit peu finalement à chercher dans les faits s'il y a un risque d'atteinte et comment on peut minimiser les risques. Donc l'approche par les risques, elle est peut-être plus intéressante que l'approche par le consentement. Et également aussi, il y a d'autres droits, hein, une approche par les droits, il n'y a pas que le consentement, qui peuvent peut-être davantage garantir une protection des individus, comme le droit à l'oubli ou le droit de retrait. Finalement, le fait de se dire on a donné son consentement, mais après coup, on peut quand même le regretter parce qu'on voit ce que ça donne a posteriori, on l'avait pas bien compris au départ. Donc ça, c'est peut-être plus important et plus intéressant pour les individus que de se dire je vais rattraper la situation finalement. Ça leur donne peut-être plus de pouvoir que le fait de consentir au départ. En tout cas, je pense que c'est un élément intéressant à considérer. Voilà, merci pour votre attention.
Ou les commentaires. C'était dense, je pense qu'heureusement qu'il y avait le texte, même si c'était très moche. C'était très bien tes dates. Il n'y a que du texte, j'arrête pas de dire aux étudiants, ne faites surtout pas comme moi. Moi, mes étudiants, je leur dis que plus ma cravate est belle, moins mon cours est préparé. Peu importe le flacon. C'est bien, je la ressortirai ça, même si je porte pas de cravate. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Oui, merci beaucoup Céline. C'est pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas une juriste, ça m'éclaire beaucoup. Alors, vraiment, merci beaucoup. Ça m'éclaire et ça me choque un peu aussi, je dois dire. Et j'aurais une question pour toi. Avant l'émergence et le développement fulgurant de ces plateformes, de réseaux sociaux, tout ça, il y a eu le commerce électronique qui a émergé dans les années 2000. Il y avait évidemment des termes et conditions aussi auxquels les consommateurs devaient implicitement peut-être consentir. Est-ce que les recherches et les problématiques reliées au consentement étaient déjà omniprésentes à cette époque-là, et en quoi elles diffèrent de ce dont on parle aujourd'hui? Puis je te pose cette question parce que pour moi, quand Vincent a parlé de consentement et tout ça, des défis, je me disais mais consentement à quoi exactement, et pour combien de temps, et envers qui? Voilà. Et donc, ces questions-là me mènent à te poser cette question par rapport à, dans les années, fin des années 90, 2000, puis maintenant, qu'est-ce qui a changé? Alors voilà, c'est un peu ça mon commentaire. Ok. Il y a deux catégories de normes par rapport au contrat de commerce électronique et par rapport à l'utilisation des données personnelles. Vincent a plutôt parlé des contrats eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle de consentement spécifique, pour dire qu'il y a deux consentements différents et finalement deux corps de règles différents. Il y a le contrat, voilà, pour dire on va faire du commerce électronique, et dans ce cadre-là, éventuellement, il faut échanger des données personnelles, et donc il y a la réglementation sur les données personnelles. Et finalement, dans les années 2000, c'était du contrat classique et il fallait le consentement des parties. Et par ailleurs, on ne se préoccupait pas forcément énormément des données personnelles. Il y avait une réglementation aussi. Mais je pense que les deux sujets ont été particulièrement reliés justement du fait de l'arrivée des plateformes, et quand on a vu que c'était gratuit en échange de collecte des données personnelles, alors là on s'est dit, mais en fait la contrepartie du contrat, parce que finalement ce sont des contrats de service qu'on passe avec ces entreprises, la contrepartie c'est les données personnelles, et donc il n'y a pas vraiment de gratuité. Mais c'est vrai que les paradigmes ont changé à ce moment-là, parce que on était vraiment sur le contrat classique de commerce, d'échange de biens contre de l'argent. Et puis, tout à coup, voilà, je pense que c'est ça qui a changé. Peut-être que Vincent aura peut-être une autre vision. Mais je pense que ce qui a fait que les deux sujets ont été reliés, c'est de dire, on est dans du commerce électronique, mais qui se présente comme des services directement, là, par les plateformes. Et la contrepartie, ce sont les données personnelles. Et là, on a croisé les sujets, et on le croise même aujourd'hui avec le droit de la concurrence, évidemment. Donc tout est imbriqué, eu égard à leur modèle d'affaires, en fait. Donc je pense que le changement vient de là. Je dirais ça. Je ne sais pas si ça répond. Juste pour, est-ce que tu au fait de situations qui seraient parallèles, mais dans le monde physique? Alors par exemple, on rentre dans un magasin, peut-être pas, mais tu vas à l'université, c'est gratuit, mais tu sais qu'on t'observe et qu'on collecte tes données parce que voilà, on va les utiliser. Est-ce qu'il y a des comparaisons en fait? La comparaison physique, c'est la carte de fidélité que tu vas prendre quand tu vas aller dans ton magasin, tu vas faire tes courses, on va te proposer une carte de fidélité, et pendant des années, tout le monde la prenait en disant c'est super, je gagne 3 $, c'est génial. Et on ne se rendait pas compte que tout ce qu'on achetait était scanné, qu'on pouvait quand même faire du profilage. C'est aussi l'émergence du profilage, l'émergence de technologies pour mieux connaître les clients, et le fait d'utiliser ces informations qui a changé le regard. Mais je crois que voilà, l'ancêtre, c'est la carte de fidélité, à mon avis, dans le monde physique. Oui, Jean-Noël Bérubé. Comme je disais tantôt, nous sommes les dindons de la farce publicitaire, il faut dire. Et puis, je me demandais, puisqu'avec la géolocalisation, c'est une donnée qui n'existait pas dans le contrat classique ou dans le contrat d'adhésion, quoi que ce soit, eh bien, si je donnais mon consentement absolu pour avoir une publicité fine et pertinente,
c'est bien évident qu'ils savent que je suis actuellement à telle conférence avec M. Gautret. Ils savent tous les noms. Il y a des recoupements de bases de données qui établissent mon profil complet. Et peut-être que je suis heureux de voir ça. Dans le domaine, par exemple, des activités physiques, il y a des gens qui disent « Je veux qu'on sache tout sur moi ». Même il y a un type qui montrait son téléphone, il dit « T'as-tu vu l'application sur la santé? J'ai jamais ouvert. Ah, ils ont mon poids puis ma taille. Comment ça se fait? C'est le bon poids, c'est la bonne taille. » C'est quand même bien. Il y a des gens qui trouvent ça merveilleux, puis je trouve ça bien parce qu'ils sont heureux là-dedans. Puis il y a des gens qui s'en inquiètent, viennent d'un autre monde, du 20e siècle, et puis ils comprennent pas que tout ce qu'on fait maintenant, comment dire, l'anonymat n'existe plus. Puis il y a des gens qui sont heureux de dire, ben, au moins je suis pas seul dans l'univers, vous comprenez? Alors tout cet aspect de géolocalisation puis de consentement implicite, à ce que finalement, ils savent bien mieux que moi à telle date, en telle année où j'étais, et ils m'ont vu évoluer. Ah, il fait du droit, mais il fait du cinéma, il fait d'autres choses, on va lui proposer d'autres choses qui est pertinent, tout ça. Puis il y a des gens qui trouvent une fierté de dire, ah, c'est l'intelligence artificielle, on y envoie des conférences partout avec IBM, et on me le propose, et je trouve, il y a des choses, c'est bien, puis il y a des choses, je trouve, ben, je ne sais pas, vous allez pas mal loin, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la géolocalisation? La géolocalisation, c'est une des pires données parmi les données personnelles qu'on peut avoir. C'est une donnée sensible en droit européen, dans le RGPD, parce qu'avec 3 données de géolocalisation, on vous identifie. Et on peut savoir beaucoup de choses. On peut savoir si vous avez, où vous travaillez, dans quel quartier vous habitez, donc on a à peu près votre catégorie socio-professionnelle, voir votre ethnie, si vous fréquentez éventuellement un lieu de culte, ou une association quelconque ou un parti politique. Donc on peut avoir des informations sur ce qui touche quand même à la liberté d'expression, à la liberté politique, d'opinion, etc., liberté religieuse. Donc ça touche aux droits fondamentaux et il suffit de 3 données pour 3 points pour connaître les parcours et pour se dire ah bah oui, cette personne travaille là, habite là et va très souvent là, à l'école, va très bien, oui une école, quelle est la personne qui habite là et qui va à l'école et qui travaille là, il n'y en a pas 36 en général. Donc on vous identifie, donc effectivement ce sont des données identifiantes. Alors que pendant longtemps, il y a eu une grande résistance de la part des acteurs qui utilisaient ces données pour dire mais non, c'est pas identifiant, on regarde juste des flux de personnes. Mais beaucoup de travaux de chercheurs en informatique ont démontré qu'il suffisait de très peu de données pour identifier. Donc oui, je suis d'accord. Données sensibles dans le RGPD. J'ai un ami que je ne connaissais pas. Vous avez un ami que vous ne connaissez pas? Ben oui. Pourquoi? Ben, tout ce processus de géolocalisation, d'identification, de données, d'activité par l'intelligence artificielle, c'est presque comme une personne maintenant, ça va devenir. Ouais, il y a beaucoup de science-fiction là-dessus. des beaux films là-dessus. Oui. Bonjour, Christian Autarien. Merci pour la conférence. J'ai plein de questions, mais je vais explorer une possibilité pour vos commentaires. Parce qu'on a commencé avec les juristes, alors je vais demander une question un peu en ce sens. Il y a longtemps que les juristes explorent l'idée que le consentement numérique il fait une corrosion à l'institut du consentement en général. Et l'hypocrisie fait très mal au droit. Alors, on voit plus et plus tous les consentements devenir numériques. Et on voit ça arriver partout. Et on n'est pas prêt pour laisser tomber les consentements tout à fait, même si on ne croit plus qu'ils fonctionnent, il est capable de satisfaire les conditions que vous avez très bien démontrées ici. En même temps, dans d'autres domaines du droit, on peut trouver qu'il y a de possibilités pour trouver du droit aussi. Par exemple, pour parler des autochtones, qui sont des spécialistes en fin de monde, ils travaillent maintenant l'idée du consentement collectif, informé, préalable. Et c'est un instrument très important et qui fonctionne, c'est qu'on voit, qui avance plus en plus et on voit qu'il fonctionne mieux, beaucoup mieux que n'importe quel consentement individuel. Quand ils sont tout seuls pour donner leur consentement tout seul, ils sont exploités, ils perdent tout qu'ils ont, mais quand ils font en forme collective, ils ont des possibilités. Mais le
la loi européenne, ça nous semble qu'il a doublé les paris sur le consentement en plusieurs sens. Et moi, j'attendais plus de pouvoir pour les agences. Moi, j'étais un stagiaire dans une agence, un dossier d'une agence là longtemps en Espagne, qui aurait le pouvoir pour représenter les citoyens, pas comme des consommateurs, comme des citoyens, mais je ne vois pas la loi si explicite dans ce terme, et maintenant que le gouvernement commence à discuter sa propre loi, est-ce qu'on peut penser que peut-être la sortie, c'est qu'on peut pas laisser tomber les consentements individuels, mais on pensait des possibilités différentes. Ça, c'est une question pour les académiques, pas pour les praticiens encore, mais des consentements collectifs en forme de, si ce n'est pas les agences, si ce n'est pas les commissariats, mais des associations, d'autres possibilités. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Et si oui, est-ce que ça serait important que ça soit dans la loi une prévision comme ça? Parce que si on laisse comme elle est, si on fait juste comme la loi européenne, est-ce qu'on va voir cette possibilité, c'est possible? Merci. Oui, je commence par la deuxième question. Si on décide de faire ça, oui, il faut que ce soit dans la loi, parce que sinon, il n'y a pas de représentation collective si elle n'est pas légalement prévue. Alors, je vois un obstacle, mais quand même une piste intéressante dans le RGPD. L'obstacle, c'est qu'il s'agit de protéger les données personnelles liées à des individus, à des personnes. Donc c'est quand même l'exercice d'un droit individuel, parce qu'il s'agit de collecter mes données, et c'est rattaché à la personne, au droit de la personnalité. Donc je décide pour mes données, pour mes informations, pour mon image. Donc ça me paraît assez difficile de collectiviser ce droit, pour des raisons finalement de fondement de la protection des données personnelles. Néanmoins, ce qui peut être intéressant, à mon avis plutôt, c'est en aval, en cas de dommage, de pouvoir agir à plusieurs, et l'action de groupe est prévue dans le règlement général de protection des données. Donc l'action collective est peut-être plus intéressante, avec le bémol que ça arrive après et pas au début, et avec le bémol aussi que dans les faits, il y a beaucoup de restrictions à l'application de ce droit, et donc finalement, c'est pas un droit facile à mettre en œuvre, et en particulier en France, on n'a pas du tout cette tradition, et en général, ce sont les associations de consommation qui doivent représenter. Il y a pas mal de conditions procédurales qui font que ça fonctionne pas de manière très facile et très fréquente. Mais voilà, c'est un début, et je pense que c'est une réponse intéressante. D'autant plus que, même si on donne son consentement individuellement, il peut y avoir des atteintes collectives à la vie privée ou aux données personnelles. On pense au profilage, qui est intégré dans le règlement, et on pense aussi, par exemple, aux discriminations, qui peuvent être des discriminations de groupe et pas forcément des discriminations individuelles. Et là, si on raisonne individuel, on voit les faiblesses de ce type de raisonnement. Donc je pense que l'action de groupe peut être aussi intéressante pour viser des situations plus globales, parce que finalement Facebook n'a pas forcément besoin de savoir comment je m'appelle et qui je suis exactement, mais c'est plus intéressant de savoir dans quelle case me mettre, et donc de me profiler et de savoir avec qui me mettre pour envoyer de la publicité ciblée par exemple. Donc on voit que c'est plus le profilage qui est intéressant, et encore une fois c'est ce qu'a aussi voulu viser le RGPD, mais je pense qu'on a encore, c'est encore balbutiant de ce point de vue-là, la protection. L'idée de groupe, il faut vraiment la considérer. Je dirais pas pour le consentement, mais plus pour l'application et pour éviter certains risques que la préhension individuelle ne permet pas d'éviter. Si je suis claire. Oui. Je ne sais pas si vous avez un micro pour vous. J'avais juste une question, puis après peut-être je vais faire circuler le micro vers vous. Je vais prendre la balle au vote d'abord pour dire, moi je proviens du monde de la santé, de la recherche en santé, et là le consentement collectif, on le voit tranquillement arriver. On n'y est pas encore, on va parler de mécanismes de consultation, on va demander on va demander le consentement de certains représentants de la collectivité, et en général ça va superposer au consentement individuel. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit la chose. Bon, il y a des avantages et des inconvénients au processus. C'est sûr que dans les avantages, ça donne un niveau de protection qui pourrait être assez élevé. Dans les inconvénients, ça peut devenir très compliqué de faire de la recherche.
parce que, bon, ça devient une procédure complexe et coûteuse pour les chercheurs en termes de temps, en termes de déploiement et de ce qui peut être fait au niveau de la recherche. Aussi, tout dépend de qui représente la collectivité et va signer le consentement. Donc, il y a quelques écueils à éviter, mais ça peut être une piste, je pense, qui a son intérêt. Et j'avais une question pour vous. Vous avez évoqué, quand vous parlez des solutions, du droit de retrait. Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'en santé, on avait ce droit de retrait dans la loi. Et avec la mouvance vers le numérique, vers la recherche avec les données de santé, on est rendu avec ce qu'on appelle un droit de retrait prospectif maintenant. Où on nous dit, ah c'est très bien, vous avez un droit de retrait, effectivement, mais vos données ont déjà été partagées, trop tard. Donc, votre droit de retrait va fonctionner pour le futur. Donc, on va arrêter, mais ce qui a été partagé, c'est déjà fait, tant pis. Oui, c'est la même chose ici, bien sûr. Oui. De toute façon, c'est un peu difficile d'aller chercher les données qui ont été dupliquées, qui sont parties. Voilà. C'est la limite, hein, effectivement, du retrait, et même du droit à l'oubli, parce que bon, on peut effacer un lien, mais on n'efface pas l'origine, et puis on n'est jamais sûr que ça ne revienne pas, enfin, que ça ne ressurgisse pas. C'est toujours très relatif, il n'y a pas vraiment d'oubli. Il n'y a pas de solution facile, non? Non. Il y a une question. Moi, c'était aussi sur le droit de retrait. Et personnellement, je pensais au contexte droit administratif. Pas tout à fait la même chose, mais où c'est la tendance, il y a de plus en plus de demandes de l'administration. Bon, vous faites tout en ligne. Est-ce que ça arrive que quelque part dans le système, il y a des erreurs? Puis, c'est quoi pour reconnaître ça? Et de l'autre côté, la personne est distraite, le chat marche sur le clavier, puis tout d'un coup, on a pesé oui alors qu'on voulait peser non, ou vice-versa. Et après, on veut dire oui, mais on voulait pas peser non, c'est le chat. Le chat n'est pas prévu dans le règlement. De réparer des choses comme ça, soit une erreur humaine de l'utilisateur, mais est-ce qu'on devrait les punir à tout jamais parce qu'ils ont pesé oui ou non au mauvais moment, ou leur chat? Et aussi, erreur dans la machine, quelque part. Alors, s'il y a des erreurs, par exemple, sur la collecte des données personnelles, on s'est trompé sur mon nom, mon âge, mon adresse, ce genre de choses, on a un droit de rectification. Donc, on a un droit d'accès aux bases de données, et une fois qu'on a accès et qu'on sait quelle information est retenue, on peut vérifier si l'information est vraie. Donc il y a un principe d'exactitude, un droit d'accès et un droit de rectification, et du côté des responsables de traitement, il y a une obligation d'exactitude. Donc ça va plus loin que le droit accordé à la personne, c'est qu'en face, il y a l'obligation de le faire, et normalement les responsables de traitement ont d'ailleurs l'obligation d'assurer cette exactitude. Ils ne le font pas la plupart du temps parce qu'ils ont des bases de données à n'en plus finir et ils ne savent même plus ce qu'ils ont pour certains d'entre eux, ni pourquoi, ni quand ça a été collecté, ni dans quel contexte, encore moins parfois pour quelle finalité, mais théoriquement, ils ont l'obligation d'assurer l'exactitude des données. Quant à l'erreur, c'est une situation qui est prévue en droit du commerce électronique cette fois-ci. Pas vraiment, je ne vois pas comment le relier avec les données personnelles, mais en commerce électronique, il y a un principe de double clic, donc on dit oui 2 fois pour éviter que le chat dise oui à ma place. Et donc, si le chat dit oui 2 fois, quand même, il faut changer de chat. Ou alors après, une fois qu'on a reçu le bien et qu'on ne le voulait pas, on a un droit de rétractation aussi. En droit européen, on a un droit de rétractation de 15 jours. Je pense qu'on a un droit équivalent ici, peut-être au Québec, je pense. Ouais, je crois que voilà, c'était l'ancien. Aussi, au départ, c'est 7 jours, maintenant c'est 15. Mais on a le principe de bon, je ne le voulais pas, je l'ai commandé, bah tant pis, au pire, je le reçois et je le renvoie, quoi. Voilà. Et au Québec, le droit de rétractation est uniquement dans certains cas, il n'est pas généralisé comme un système de rétrofacturation. Ah oui, c'est ça. Et qui est plus complexe. Et alors qu'en Europe, dans toute l'Union européenne, on n'a pas besoin de justifier de quoi que ce soit, on renvoie et puis voilà. Moi, j'aime bien la rétrofacturation. Moi, c'est un autre débat, mais tant mieux. On en discutera. Et si vous permettez, là, si vous permettez, parce que peut-être qu'on aura le temps, mais je veux vraiment être sûr de ne pas manquer de temps pour les autres intervenants. Je demanderai à Camille peut-être de faire, te remerciant vraiment
Céline, je m'appelle Camille et